Bonjour, c'est Évrard. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente la troisième édition du mensonge de la station spatiale depuis l'île de Minorque aux Baléares. C'est magnifique. J'ai repris les éléments de la vidéo précédente et j'ai rajouté de nouveaux éléments, dont certains qui sont vraiment frappants et qui montrent à quel point il s'agit d'un mensonge. Au passage, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps d'analyser mes vidéos et de me corriger. C'est grâce à vous que je peux présenter ce travail. Il s'agit bien d'un travail. Je ne suis pas un conspirationniste, je ne suis pas un négationniste, je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas contre la science ou contre la technologie. Au contraire, je suis passionné par la science et j'essaie de vous montrer quelles sont les erreurs et les mensonges qu'il peut y avoir dans certains domaines de la science. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est bien aussi et on peut en discuter parce que la différence enrichit. Je ne cherche pas à vous convaincre, je ne cherche pas à vous imposer mes idées, je ne suis pas un gourou qui détient la vérité. Au contraire, j'essaie de partager l'information sur ce sujet. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez grave dans le monde en ce moment. J'ai l'impression qu'on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg et c'est important qu'on communique entre nous. Pour terminer, je voudrais aussi remercier tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des vidéos, de m'envoyer des informations au niveau de leur blog, au niveau de leur site. C'est comme ça qu'on avance ensemble, c'est en communiquant, en partageant l'information tous ensemble. C'est comme ça qu'on arrivera à ne pas se faire avoir par leurs mensonges. Voilà, j'ai assez parlé, et maintenant place à l'information, ou plutôt à la réinformation. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune vidéo de la construction de la station spatiale? Elle est pourtant composée d'environ 30 éléments, dont certains pesant plusieurs dizaines de tonnes et qui ont été chacun menés avec des vaisseaux cargo. Si une telle installation existait vraiment, ce serait une spectaculaire démonstration d'ingénierie, une véritable prouesse technologique qui demande des opérations extrêmement précises et complexes. Pourtant, habituellement, n'importe quelle construction ayant un haut niveau de technicité est filmée ou photographiée à chaque étape. Mais vous ne trouverez que quelques images floues, peu lumineuses et ne durant que quelques secondes. Pourquoi ces images sont aussi peu nettes? En général, quand il y a du flou, c'est pour cacher quelque chose. On aurait aimé voir par exemple l'installation des premiers modules en 1998. Il n'y a rien. On aurait aimé voir l'installation complète d'un de ces modules, depuis le moment où il arrive jusqu'à qu'il soit en place. Mais vous ne trouverez aucune vidéo du montage entier, aucune. Ça dure trop longtemps. Mais pourtant, ils nous montrent régulièrement des vidéos durant plus de 6 heures des astronautes en sortie extraviculaire. La NASA aurait pu nous faire un timelapse du montage, comme ils le font souvent. Mais non, on ne trouve que quelques passages de quelques secondes et avec une qualité très médiocre. Alors qu'on a des vidéos en haute définition d'astronautes se lavant les dents, se faisant un sandwich, jouant du pipeau. Mais rien montrant l'intégrale de l'installation d'un module sur la station spatiale. Les panneaux solaires de la station spatiale produisent 120 kW d'électricité. Puisqu'ils ne sont éclairés que pendant un peu plus de 45 minutes, ils fournissent donc 100 kWh pendant cette période. La moitié, soit 50 kWh, charge les batteries pour les prochaines 45 minutes d'obscurité. L'autre moitié est utilisée pour faire fonctionner les appareils de la station spatiale. 50 kW ou 50 000 watts, cela ne signifie rien. Tout dépend de l'utilisation qu'on en a. C'est énorme pour un petit logement, c'est ridicule pour une entreprise utilisant des machines puissantes. Mais on ne sait absolument pas quelle est la consommation des appareils de la station spatiale d'un volume intérieur de 400 m3. Regardez sur les photos de l'intérieur de l'ISS la quantité d'appareils qu'il y a. Tout le système de ventilation, de climatisation, le système de recyclage de l'eau. Il faut des pompes pour faire circuler ces fluides sur une distance de parfois 100 mètres. Les appareils destinés aux expériences. Il y a aussi tous les appareils de communication avec la Terre très gourmands en électricité. Et bien d'autres encore. Pourquoi on ne trouve aucune information précise sur la consommation électrique de tous les appareils utilisés? Peut-être parce qu'on verrait alors que cette consommation dépasse largement les 50 kWh pendant les 45 minutes d'obscurité. Sur la Terre, la chaleur se transmet par deux moyens. Par rayonnement, si vous mettez au soleil, vous sentirez sa chaleur car elle rayonne de l'énergie. Ou par convection. Le rayonnement solaire excite les molécules de l'atmosphère, le mouvement de celle-ci se transmet aux suivantes et ainsi de suite. Ainsi, le mouvement des molécules amène un réchauffement progressif de l'atmosphère. D'ailleurs, lorsque vous vous mettez à l'ombre, vous avez moins chaud parce que vous ne recevez plus le rayonnement solaire direct. Vous n'avez plus que la chaleur transmise par la convection. Mais dans l'espace, il n'y a pas de molécules, ou trop peu, pour que l'agitation des molécules se transmette les unes aux autres. Il n'y a pas de convection, et les échanges de chaleur ne se font que par rayonnement. Dans l'espace, si vous mettez un thermomètre au soleil,
Celui-ci n'indiquera pas la température du vide autour de lui, puisque le vide n'a pas de température, mais la température de la matière du thermomètre, environ plus 120 degrés. Et si vous le mettez dans l'obscurité, le thermomètre descendra lentement vers moins 150 degrés. Comment font les astronautes lorsqu'ils passent 6 heures dans le vide de l'espace à jouer au Lego devant les caméras? Même si le transfert de chaleur est très lent, la partie de leur combinaison au soleil va s'échauffer, tandis que sa partie à l'ombre va se refroidir. Quel système pourrait refroidir spécifiquement la partie au soleil et en même temps réchauffer la partie dans l'obscurité? Et en plus, il faut que le système s'adapte très rapidement lorsque l'astronaute change de position. De même avec la station spatiale, comment arrive-t-il à conserver une température confortable alors que d'un côté de la station reste en permanence à l'ombre, donc proche de moins 150 degrés, et que l'autre partie est parfois pendant 45 minutes au soleil, donc se réchauffe, et pendant les 45 minutes suivantes, elle passe à l'ombre et se refroidit? Comment la station spatiale résiste à de telles variations de température? Elle est composée d'une quinzaine de modules, dont la longueur totale fait environ 100 mètres de long. Il y a donc un côté qui est en permanence dans l'obscurité à moins 150 degrés, tandis que toutes les 45 minutes, l'autre côté se refroidit ou se réchauffe et passe donc de 120 à 150 degrés en permanence. Les parois métalliques de la station vont donc se contracter et se rétracter toutes les 45 minutes et pas de la même façon des deux côtés. Et cela n'a aucun effet depuis 18 ans que la station est en orbite. Lors de la spectaculaire éclipse de soleil du 21 août 2017 aux États-Unis, les astronautes prétendent avoir photographié l'événement. Mais pourquoi l'image est d'aussi mauvaise qualité? D'habitude, ils nous montrent des images en haute définition depuis là-haut. Comparez ces images de la Terre prises soi-disant depuis la station spatiale avec des images d'éclipse prises aussi depuis la station spatiale. Pourquoi est-ce que les images d'éclipse solaire sont-elles aussi mauvaises alors que les images de la Terre sont magnifiques? Pourtant, les astronautes utilisent une quantité d'appareils photo et de caméras parmi les meilleures marques. Et c'est tout ce qu'ils peuvent nous montrer de ces éclipses, alors que c'est un événement très rare depuis la prétendue station spatiale. Et regardez ces deux photos d'éclipses, celle de mai 2012 et celle de mai 2017. Ce sont deux éclipses donc très différentes. Comment ça se fait que la station spatiale a exactement le même angle de prise de vue sur deux éclipses solaires? C'est impossible. Et bien sûr, toujours autant de nuages. L'astronaute japonais Koichi Wakata s'élève en donnant une impulsion avec les pieds, puis il redescend, alors qu'il devrait continuer à monter jusqu'à toucher le plafond de la station spatiale. Pour qu'il redescende, il faudrait qu'il soit retenu par quelque chose. Or, sur cette vidéo, le seul point de contact qu'il a, c'est le bout de sa chaussette. C'est pas suffisant pour le faire redescendre. Certains m'ont répondu que la pesanteur n'est pas totale, qu'il y aura une microgravité. C'est pour cela que l'astronaute redescend. Mais alors, tous les objets devraient redescendre vers le sol de la station spatiale. Or, cette vidéo, on voit une bulle d'eau qui reste parfaitement immobile pendant plusieurs secondes. Impossible s'il y avait un peu de pesanteur. Ou dans cette séquence, on voit bien que l'œuf relâché ne redescend pas. Impossible encore s'il restait un peu de pesanteur. Et dans celle-ci, où l'astronaute Tim Peake reste parfaitement immobile pendant de nombreuses secondes. Comment voulez-vous qu'il reste dans cette position s'il y avait un petit peu de pesanteur et devrait redescendre vers le sol? S'il y avait une microgravité, alors tous ces objets, ainsi que les astronautes, devraient redescendre vers le sol. Donc comment expliquez-vous que l'astronaute japonais redescende ainsi? Bon, maintenant, libre à vous de continuer à croire qu'il est retenu par le bout de sa chaussette. Cette erreur était déjà visible dans la soi-disant station Skylab, mensonge des années 1970. Sur cette vidéo, on voit un astronaute qui court sur un anneau à l'intérieur de la station. On le voit qui pousse avec sa jambe, il s'élève, puis il redescend. C'est ce qu'il se passe sur Terre quand on court, parce que l'attraction terrestre nous fait redescendre. Mais dans la station spatiale, il n'y a pas de gravité. Or, selon la loi fondamentale de la mécanique classique, un objet garde sa trajectoire tant qu'il n'y a pas une autre force qui intervient sur cet objet. Donc l'astronaute, en poussant avec ses pieds, devrait continuer à s'élever et non pas redescendre.
Ces images montrent clairement qu'il s'agit d'un trucage. Lorsque la fusée emmène les astronautes vers la station spatiale, on les voit consulter un manuel d'instruction. Mais pourquoi faire? Puisqu'ils ne peuvent absolument pas intervenir eux-mêmes sur la trajectoire de la fusée. C'est beaucoup trop complexe, il y a beaucoup trop de paramètres qui interviennent. C'est un système de guidage dans la fusée qui détermine sa position à partir d'accéléromètres des gyromètres couplés à des ordinateurs de bord. Si la trajectoire réelle de la fusée n'est pas bonne, le système de pilotage de bord modifie cette trajectoire en agissant sur l'orientation des moteurs fusée, sur la poussée de ceux-ci et sur le temps de combustion. Ce ne sont pas les astronautes qui le font. Donc qu'est-ce qu'ils regardent dans leur manuel? Pourquoi sur la vidéo on les voit appuyer frénétiquement sur des boutons? Ils sont ridicules. Et regardez aussi, à côté d'astronautes, la quantité étonnante de manuels d'instruction qu'il y a. Pourquoi faire? Ça donne un air plus sérieux. Lors de sa première conférence dès l'arrivée dans la station spatiale, Thomas Pesquet explique que pendant les 50 heures du voyage depuis le décollage de la Terre, on a eu beaucoup de boulot. Non, c'est passé super vite, on a eu beaucoup de boulot, on a aussi pas mal dormi parce qu'on était fatigués et puis tout s'est enchaîné. Mais quel travail! Puisqu'on a vu qu'ils ne peuvent absolument pas intervenir sur la trajectoire de la fusée, sauf peut-être dans les dernières minutes, lorsqu'il faut arrimer le vaisseau cargo à la station. Et surtout, quel travail d'appuyer sur des boutons en étant assis dans un fauteuil. Peut-être qu'ils devraient essayer d'utiliser un marteau-piqueur pendant 50 heures pour savoir ce que c'est le travail. En mai 2013, une fuite d'un radiateur laisse échapper des gouttes d'ammoniac dans le vide. Mais un liquide dans le vide se met immédiatement à bouillir, se transforme en gaz et s'évapore. On voit bien qu'une expérience qui est assez connue. On met de l'eau dans un verre qui est à température ambiante. Ensuite, on va placer ce verre sous une cloche qu'on va rendre hermétique. Puis, on va faire le vide progressivement dans cette cloche. Et on va voir que petit à petit, le liquide qui est dans le verre, l'eau en fait, va se mettre à bouillir, en fait, va se vaporiser. Voilà, on voit les premières bulles qui apparaissent, et très rapidement, le liquide se met à bouillir, tout en restant à la même température. Ce sont des notions élémentaires de physique. À volume constant, si la pression diminue, le liquide se transforme en vapeur. Donc puisque l'ammoniac était sous pression dans le circuit de la station spatiale, lorsque les gouttes s'échappent du radiateur, elles arrivent brusquement dans le vide de l'espace dont la pression est nulle. Elles devraient donc immédiatement se vaporiser. De plus, ces gouttes reçoivent aussi le rayonnement solaire qui contribue à leur réchauffement et donc à leur vaporisation. Alors, ces images ne peuvent pas prouver de façon irréfutable qu'il s'agit d'un trucage, parce que les transitions de phase sont complexes, avec plusieurs variables indépendantes qui interviennent. L'indice de réfraction, le flux solaire, l'enthalpie, l'entropie, l'énergie interne, la fonction d'état, etc., etc. Donc c'est une piste de recherche pour ceux qui sauraient faire ces calculs. L'astronaute Frank DeWine explique que l'eau est très dangereuse à bord parce qu'il y a beaucoup d'électricité et qu'il faut faire très attention à ne pas en renverser. So water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity. So we need to be very careful not to spill it. So we just put a little bit in our... Pourtant, ça n'a pas l'air de déranger ses collègues qui projettent des gouttes d'eau partout. Pourquoi Frank DeWine affirme que l'eau est dangereuse alors que les autres astronautes s'en moquent complètement? C'est impossible qu'ils aient tous oublié de ne pas jouer avec l'eau dans la station spatiale. C'est donc Frank DeWine qui a oublié qu'il n'y a pas de danger et a inventé cette histoire. Comme d'habitude, vous direz que c'est un détail sans importance. Mais c'est pas très net. Autre chose encore avec l'eau. Il y a peu d'eau disponible dans la station spatiale. Chaque astronaute a le droit à 3,5 litres d'eau par jour pour boire et pour se laver. L'eau disponible provient presque entièrement de leur urine, de leur transpiration, de l'humidité ambiante qui est recyclée dans une mini-station d'épuration utilisant l'osmose inverse. Or, ce système élimine les impuretés de l'eau, mais élimine aussi les minéraux bénéfiques,
puisque par exemple plus de 90% du calcium et du magnésium sont retirés. Or une eau osmosée est morte et toxique, occasionne rapidement des problèmes de santé. Il faut donc rajouter des dizaines d'éléments minéraux en quantité infinitésimale pour rendre l'eau potable. Par exemple, il faut moins de 1 mg de potassium par litre d'eau. Mais comment font-ils pour incorporer dans cette eau recyclée des quantités aussi infimes de ces éléments minéraux? C'est impossible de peser ces éléments puisqu'il n'y a pas de pesanteur. Donc ils mesurent des volumes. Mais concrètement, comment font-ils pour mesurer des volumes aussi infimes en apesanteur? Quel matériel utilisent-ils? Là encore, pourquoi on ne trouve aucune information sur ce sujet? Ce serait passionnant de savoir comment fonctionne ce système d'incorporation de minéraux en apesanteur. Ce serait en tout cas une prouesse technologique. Mais comme d'habitude, vous ne trouverez aucune information sur ce point. Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche car l'eau ne coule pas en apesanteur, elle reste collée au corps. Il doit donc mouiller une serviette pour se nettoyer. Cela peut aller pour se nettoyer le visage comme le fait cet astronaute, mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, parfois plus d'1 an. Sachant qu'en plus ils transpirent puisque chaque jour ils doivent pratiquer 2 heures d'activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. C'est bien ce que dit Thomas Pesquet. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Donc après avoir soi-disant travaillé toute la journée, après avoir transpiré en faisant du sport, dans une atmosphère confinée, sans air frais, ils doivent se laver correctement en se frottant avec des lingettes humides. Mais faites l'expérience vous-même. Faites 2 heures de sport tous les jours, à l'intérieur de chez vous, dans un local, sans air venant de l'extérieur, avec juste une ventilation, et le soir, vous ne vous lavez qu'avec des lingettes humides. Comment vous sentirez-vous après 6 mois? Plus d'1 an pour certains. Les astronautes aussi ne se lavent les cheveux qu'avec un shampoing sans rinçage, puis s'essuient ensuite avec une serviette. Regardez les fameux astronautes dans la station spatiale. Après avoir passé plusieurs mois, en faisant 2 heures de sport par jour, en ne se lavant les cheveux qu'avec un shampoing sans rinçage, pensez-vous vraiment que leurs cheveux resteront aussi lisses et brillants? Est-ce que cela ressemblera à ça ou à ça? Et puis il n'y a pas que ça. Lorsqu'ils se coupent les cheveux, lorsqu'ils se rasent, les poils ne tombent pas, ils restent en apesanteur dans l'air. Lorsqu'ils jouent avec l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent. Et l'aspiration n'est pas suffisante, puisque Samantha Cristoforetti explique dans une vidéo qu'elle doit se couper les ongles juste à côté de la grille d'aspiration de l'air. Sinon, ceux-ci restent en suspension. Karen Nyberg se fait un shampoing et les gouttes d'eau partent carrément vers l'autre côté opposé de la grille d'aspiration. Il y a donc en permanence des particules et résidus en suspension. Comment font-ils pour respirer correctement avec tous ces résidus, miettes, gouttes d'eau, poils, cheveux qui restent en apesanteur dans l'air et pénètrent nécessairement dans les narines et dans les poumons? Pour terminer, un autre élément qui est étonnant, c'est que le corps humain n'est absolument pas adapté à un environnement sans apesanteur. Il n'est pas fait pour ça. Il ne s'agit pas que de la circulation sanguine, mais aussi de tous les organes faits pour fonctionner avec la gravité terrestre. Les mécanismes du corps seraient complètement bouleversés et cela mènerait de graves dysfonctionnements, parce que le corps humain n'a aucune aptitude pour fonctionner ainsi. Par exemple, la digestion en apesanteur est impossible. Lorsqu'on mange ou on boit, le bol alimentaire descend l'œsophage grâce au péristaltisme, sur les contractions musculaires réflexes. Puis il arrive dans l'estomac où les muscles malaxent le contenu qui redescend toujours vers le fond parce qu'il y a la gravité terrestre. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité, le bol alimentaire ne resterait pas au fond de l'estomac. Il formerait une masse liquide qui se déplacerait à l'intérieur de l'estomac sans jamais retomber vers le fond. La digestion se ferait très mal. On ne parle même pas de l'inconfort causé par cette boule semi-liquide se promenant dans l'estomac et remontant parfois dans l'œsophage. C'est impossible que les astronautes n'aient aucun problème après plusieurs mois de ce traitement. Imaginez manger et digérer la tête en bas pendant plusieurs mois. Finalement, comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois, on a vu parfois plus d'1 an? Ils subissent une apesanteur permanente, totalement inadaptée au corps humain. Ils ne respirent qu'un air recyclé, donc dévitalisé, sans énergie.
Dans quel état vous serez après avoir passé plus de 6 mois dans un espace clos sans jamais respirer d'air frais? Ils ne mangent que de la nourriture en sachet, donc là aussi complètement dévitalisés, ils ne peuvent pas digérer leurs aliments. Ils ne boivent que de l'eau recyclée, provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils sont sales, puisqu'ils ne peuvent pas se laver correctement. Ils sont dans des conditions de danger extrêmes, puisqu'ils subissent un rayonnement cosmique dangereux. La moindre panne pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ils peuvent subir l'impact d'une météorite ou d'un débris de satellite, et la situation deviendrait immédiatement très grave, voire mortelle. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, totalement insouciants. Ils jouent et ne souffrent pas le moins du monde des conditions extrêmement inconfortables et dangereuses dans lesquelles ils vivent, soi-disant pendant plusieurs mois. Pour terminer, j'ai décrypté que quelques-unes des anomalies. Mais observez bien, et vous verrez qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Des millions de débris sont en orbite autour de la Terre. Ils proviennent des restes de lancements de fusées ou de collisions entre satellites. La position des débris les plus volumineux sont connus et la NASA prétend modifier la trajectoire de la station spatiale pour les éviter. Mais il existe des dizaines de millions de débris ne faisant que quelques centimètres de diamètre et qui ne sont donc pas répertoriés. Comment la station spatiale se déplaçant à 28 000 km/h, soit 7,5 km par seconde, pourrait repérer un débris de cette dimension, décider dans quelle direction déplacer la station, puis allumer un réacteur pour éviter la collision, sachant qu'en plus la poussée des réacteurs de la station est très faible et ne permet qu'un déplacement très lent. C'est tout simplement impossible. Et surtout, il n'y a pas que le débris, parce que la Terre traverse en permanence un flux de météorites de toute taille. Elles se consument en formant les étoiles filantes lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère, parce que leur vitesse fait plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Cela peut dépasser 100 km par seconde pour les météorites provenant d'extérieur du système solaire. Et parfois, la Terre traverse des essaims de météorites où le nombre de météorites est très important. Comme les Léonides en 2002, on voyait depuis le sol plus de 2000 météorites par heure. Or, l'impact d'une météorite pesant 1 gramme, soit de la taille d'un grain de sable et avec une vitesse de 30 km par seconde, a la même énergie qu'une Renault Twingo lancée à 120 km/h. Mais si la météorite pèse 10 grammes, un peu plus d'une pièce de 2 €, alors elle aurait la même énergie qu'un camion de 8 tonnes lancé à 120 km/h. Imaginez les dégâts que ça occasionnerait sur les parois de la station spatiale, ne faisant que quelques centimètres d'épaisseur. Pour ceux qui doutent, on calcule l'énergie d'un objet en déplacement selon sa masse et sa vitesse, avec la formule E égale 1/2 de mv2, m étant la masse de l'objet en kg et v étant la vitesse en mètres par seconde. Ils prétendent que la station spatiale est bien protégée contre ce risque. Des expériences auraient prouvé qu'en séparant 2 couches de métal par un espace, un projectile passait sans difficulté au travers de la première couche en ayant dissipé la majorité de son énergie. La force d'impact sur la deuxième couche étant alors très faible. Elle devenait nulle si entre ces deux plaques on insérait un maillage en Kevlar. Mais ces expériences ont été réalisées avec des projectiles de quelques grammes et avec une vitesse d'environ 7000 km/h. Aucune expérience ne pourrait reproduire l'impact d'un projectile pesant plusieurs centaines de grammes et avec une vitesse de plus de 30 000 km/h. Pourtant, selon la NASA, il n'y aurait eu que 2 impacts et un trou dans le pare-brise de navette spatiale depuis 1998. Admettons qu'il n'y ait eu aucun impact vraiment important. Voici l'impact laissé par une balle de 9 mm dans la vitesse de 400 mètres par seconde. Une météorite de la même taille que cette balle, arrivant à une vitesse de 30 km par seconde, aurait une énergie 3000 fois plus élevée. Même s'il n'y a eu aucun impact vraiment important, pourquoi on ne trouve aucune trace sur les parois? Elles semblent comme neuves. Il est vrai aussi que le risque d'être percuté par une météorite est très faible. Cependant, ce risque est loin d'être négligeable. Et si la station spatiale est bien protégée, que penser de nos comédiens de l'espace lorsqu'ils sont en sortie extravéhiculaire pendant plus de 6 heures hors de la station à visser quelques boulons? S'ils étaient percutés par un grain de poussière météoritique pesant 1/100 de gramme, soit le poids d'un grain de blé, l'impact serait le même qu'une balle de fusil lancée à plus de 10 000 km/h.
Pensez-vous que leur combinaison de plastique les protégerait? Si oui, alors pourquoi de telles protections ne sont pas utilisées par les militaires, ce qui les rendrait invincibles? Et si la météorite percute la visière? Même si le risque d'impact est faible, il est loin d'être négligeable. Et pensez-vous vraiment que les Américains laisseraient les astronautes courir un tel risque alors qu'ils sont si pointilleux sur la sécurité? Je reviens sur cette photo parce que remarquez au passage le bloc-notes fixé sur le bras gauche de l'astronaute. C'est bien pratique à utiliser avec leurs gros gants. Et avec un budget de plusieurs milliards de dollars, ils ne peuvent pas leur installer une tablette. L'espace est parcouru en permanence par un rayonnement cosmique provenant du Soleil, d'étoiles ayant explosé ou de quasars. Ce rayonnement cosmique est composé de particules ayant une énergie très élevée. Ce sont essentiellement des noyaux atomiques se déplaçant à des vitesses voisines de la lumière. Plusieurs satellites en orbite autour de la Terre étudient effectivement ce rayonnement cosmique. Heureusement, ce rayonnement ne nous atteint pas sur Terre, parce que la plupart des particules cosmiques sont déviées ou piégées par le champ magnétique de la Terre, formant un bouclier qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Il fait plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur au-dessus de nous, et commence environ 500 km au-dessus de la Terre et s'étend jusqu'à 60 000 km au-dessus de la Terre. Mais ce bouclier n'est pas parfaitement imperméable, particulièrement au niveau des pôles, où les particules magnétiques entrent dans l'atmosphère, causant les magnifiques aurores boréales et australes visibles dans les hautes latitudes nord et sud de la planète. Ailleurs, sur la Terre, les particules les plus énergétiques arrivent à traverser la ceinture de Van Allen et pénètrent dans l'atmosphère. Les pilotes d'avions de ligne qui volent à 10 km d'altitude pendant quelques heures subissent un rayonnement beaucoup plus élevé que nous au sol et sont suivis régulièrement par les autorités médicales. Mais dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour piéger les rayonnements cosmiques les plus énergétiques. Et ce n'est pas nocif pour les astronautes, alors qu'eux passent non pas quelques heures comme les pilotes de ligne, mais plusieurs mois dans l'espace, parfois plus d'1 an, sans subir aucun désagrément. Les rayons X utilisés pour une radiographie ont une énergie d'au maximum 120 kV, alors que les rayons cosmiques peuvent atteindre plusieurs centaines de gigaélectronvolts, soit 1 million de fois plus que les rayons X de nos radiographies. Bon, bien sûr, le flux de rayonnement cosmique est beaucoup plus faible que celui d'une radiographie, mais les particules cosmiques engendrant les rayonnements gamma sont très énergétiques et peuvent avoir une vitesse proche de celle de la lumière, 300 000 km par seconde, soit plus d'1 milliard de km par heure. Elles traverseraient facilement les minces parois de la station spatiale, pénétrant dans le corps des astronautes, détruisant les cellules et endommageant gravement les brins des molécules d'ADN. Et après plusieurs mois dans l'espace, les astronautes n'en souffrent pas. Et comment la combinaison de plastique des astronautes, lorsqu'ils sont en sortie extravéhiculaire, les protège de ces rayonnements? Comment la visière de cette combinaison arrête le rayonnement? Est-ce qu'ils utilisent un système de protection spécial qui garde secret? Dans ces cas-là, la NASA serait inhumaine si elle n'avait pas fourni ce type de combinaison aux ingénieurs et ouvriers travaillant dans les centrales nucléaires accidentées de Tchernobyl et Fukushima. En réalité, la combinaison des astronautes ne peut pas les protéger des rayonnements cosmiques. Et puis il y a aussi les tempêtes solaires, qui génèrent un flux de particules à très haute énergie. Durant une éruption solaire qui peut durer de quelques secondes à quelques heures, la surface du Soleil libère des nuages de plasma qui arrivent à la Terre en 3 jours. Bien que la Terre soit protégée par son atmosphère et son bouclier magnétique, cela peut perturber sérieusement les communications téléphoniques au sol, endommager gravement les réseaux électriques comme au Canada en 1989. Mais cela n'a aucune influence sur la station spatiale, qui dans l'espace n'est pas protégée par l'atmosphère et qui est juste à la limite du bouclier magnétique formant la ceinture de Van Allen. Si vous cherchez des informations sur ce sujet, on vous dira systématiquement que les astronautes reçoivent une dose négligeable de rayonnement, occasionnant au pire quelques troubles de la vue. Bien sûr. En réalité, l'espace est extrêmement dangereux pour tout être vivant à cause de ce rayonnement mortel et à cause du flux permanent de micrométéorites. Aucun humain, aucun animal, aucune plante ne pourrait y vivre. Seuls les robots et les satellites peuvent évoluer dans l'espace. Pour revenir sur Terre, les astronautes entrent dans le vaisseau de retour Soyouz, qui est fermé hermétiquement. Puis le vaisseau est lentement écarté de la station spatiale. Il est encore à 415 km d'altitude, sa vitesse est de 28 000 km/h, comme la station spatiale. Pendant 3 heures, il fera un peu plus de 2 révolutions autour de la Terre, où il descendra progressivement jusqu'à une altitude d'environ 120 km.
Alors il sera séparé en 3 parties, les astronautes étant dans la partie centrale, les 2 autres parties se consumeront dans l'atmosphère. Une impulsion négative a été donnée au module pour le ralentir et le faire descendre vers la Terre. À ce moment, il va plonger dans l'atmosphère terrestre et atterrira 15 minutes plus tard dans les steppes du Kazakhstan. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Dans la vérité, tout ceci est impossible. D'après la NASA, il faut que le module de descente pénètre dans l'atmosphère avec un angle très précis. S'il entre avec un angle trop vertical, il prendra trop de vitesse, cela augmentera trop sa température et il se consumera dans l'atmosphère. Mais s'il entre avec un angle trop horizontal, il rebondira sur l'atmosphère et ira se perdre dans l'espace. Comme lorsque vous envoyez un caillou plat sur l'eau avec un angle proche de l'horizontale, celui-ci rebondira lorsqu'il rencontre l'eau qui est beaucoup plus dense que l'air. Mais un engin tombant de l'espace ne rencontre pas brusquement une surface beaucoup plus dense, comme l'interface entre l'air et l'eau, parce qu'il n'y a pas une limite précise entre le vide de l'espace et l'atmosphère, puisque depuis ce vide absolu, l'air devient très progressivement de plus en plus dense. Donc comment un engin de 3 tonnes sur la masse d'un camion, pénétrant dans l'atmosphère à la vitesse de 28 000 km/h, pourrait rebondir sur un air qui est presque inexistant? En réalité, si le module de retour pénétrait avec un angle trop horizontal, il s'enfoncerait dans l'atmosphère et non pas rebondirait comme un caillou ricoche sur l'eau. Et oui, si la NASA raconte ceci, c'est pour ajouter un côté un peu dramatique à leur histoire, pour la rendre plus véridique, comme tout film de science-fiction. On va voir maintenant pourquoi la descente du module de retour dans l'atmosphère est impossible. Tout objet en chute libre tombe en tourbillonnant. Cela commence par une autorotation qui se transforme ensuite en une chute chaotique. Il n'y a qu'un objet en forme d'œuf parfaite qui reste stable. Les parachutistes connaissent ce danger et doivent suivre une procédure très précise pour reprendre le contrôle. Sinon, les mouvements deviendront si brutaux qu'ils perdront connaissance et ne pourront plus ouvrir leur parachute. Dans cette vidéo, on voit un parachutiste qui part en autorotation pendant 2 ou 3 secondes. Il est à une altitude de 6 km, à une vitesse d'environ 200 km/h, et surtout, il peut agir sur sa position pour reprendre une trajectoire normale. Comment un engin n'ayant aucune possibilité de redresser sa trajectoire pourrait rester stable, alors qu'il tombe depuis une altitude de 120 km à la vitesse de 28 000 km/h et avec une forme aussi peu aérodynamique? En fait, dès qu'apparaîtra un infime couple de rotation, cela induira immédiatement et mécaniquement une augmentation exponentielle de cette rotation et la trajectoire deviendra très rapidement chaotique. Le module de retour tomberait en tourbillonnant tellement violemment que les astronautes seraient tués à l'intérieur. Ceux qui ont fait du parachutisme seront d'accord. Rien à voir avec cette vidéo où on voit les astronautes tranquillement assis à attendre que cela se passe alors qu'ils tombent à une vitesse de 28 000 km/h. Remarquez aussi les stries obliques sur le module, pour montrer les traces de friction de l'air, comme si cet engin était tombé en gardant sagement le même angle pendant les 15 minutes de chute libre vers le sol. C'est ça, oui. Et pendant cette phase de descente, on voit les astronautes consulter un carnet de bord, ce qui est encore une fois ridicule, puisqu'ils ne peuvent absolument rien faire à ce moment, l'engin tombant à plus de 7 km/s vers la Terre et n'ayant aucun moyen de contrôle. Ou alors ils passent le temps. C'est tellement ennuyeux ces retours de l'espace. Et comment font-ils pour ralentir cet engin pesant 3 tonnes? Lorsqu'il rentre dans l'atmosphère, sa vitesse est de 28 000 km/h. Lorsqu'il ouvre son parachute 15 minutes plus tard, sa vitesse n'est plus de 400 km/h. Selon la NASA, un plasma se formerait en haute altitude, ce qui diminuerait progressivement sa vitesse. Mais pourquoi un plasma, c'est un gaz ionisé, pourrait ralentir un objet de plusieurs tonnes tombant à une vitesse de 28 000 km/h? En fait, il n'y a aucune raison que cet engin de 3 tonnes ralentisse en entrant dans l'atmosphère à une telle vitesse. Au contraire, puisqu'au début de sa rentrée, l'air est très peu dense, sa vitesse va accélérer et il ira se cracher au sol quelques secondes plus tard. Heureusement, dans une vidéo, on nous explique qu'une impulsion est donnée pour tourner sur lui-même et pour surfer sur l'atmosphère comme un surfeur sur une vague. Ben voyons. Comment le module de retour a résisté à l'échauffement causé par les frictions avec l'atmosphère? L'avion-fusée expérimental X-15 avait son bord d'attaque à une température de 1300 degrés, alors qu'il avait une vitesse de seulement 7000 km/h. Et cette température causa des dégâts tellement importants
que l'avion s'est posé en catastrophe et n'a plus jamais volé ensuite. Il ne s'agissait que d'une vitesse de 7000 km/h. Là, le module de retour descend à une vitesse de 28 000 km/h. À combien est montée la température? La NASA nous dit qu'ils ont utilisé un bouclier thermique très performant dont la composition est gardée secrète. Ce bouclier serait fait d'une résine spéciale qui, en fondant avec la chaleur, se détacherait avec la capsule. Admettons, mais on a vu les stries montrant que le Soyouz tombait vers le sol avec une légère inclinaison. Donc, les parois ont été exposées aux forces de friction avec l'air et sans bouclier thermique, elles seront rapidement consumées, comme les deux autres parties du vaisseau initial Soyouz et comme les météorites qui se consument en une fraction de seconde formant les étoiles filantes. On appréciera aussi sur la vidéo le regard ravi de l'astronaute regardant par le hublot alors qu'il tombe vers la Terre à 28 000 km/h et que derrière le verre, la température dépasse plusieurs milliers de degrés. Et toujours le manuel de bord à la main. Ça doit être pour savoir comment augmenter la clim. Voici une vidéo du retour de Thomas Pesquet le 2 juin 2017, prise depuis l'intérieur du Soyouz. Et c'est lui qui commente. De la rentrée atmosphérique où là vraiment on freine, ça échauffe la capsule et le bouclier thermique et là c'est vraiment feu d'artifice parce que sur les hublots on voit des étincelles passer, des flammes de tous les côtés. Bla bla bla. Il n'y a rien qui vous choque. On aurait bien aimé voir ce qui se passe à travers le hublot avant ce moment, lorsque le module entre dans l'atmosphère. Il nous montre des centaines de vidéos où les astronautes se lavent les dents, les cheveux, jouent avec de l'eau, jouent de la guitare, font des conférences, et ces vidéos durant parfois 1 heure, 6 heures dans le cas des sorties extravéhiculaires. Mais là, il ne nous montre que quelques secondes sur les 15 minutes de leur entrée dans l'atmosphère. Pourtant, ça aurait été passionnant à voir, puisqu'il n'existe aucune image du retour vers la Terre, vue depuis l'intérieur du module, alors qu'il y aura eu près de 140 retours depuis la station spatiale. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis le son ? Pourtant, la rentrée dans l'atmosphère à une telle vitesse doit faire un bruit terrible. D'ailleurs, l'astronaute Paolo Nespoli disait que cela faisait le bruit de quelqu'un qui frapperait avec un marteau. Dans la seule autre vidéo d'un prétendant du retour, ils nous ont mis une musique de supermarché. Cela ne vous semble pas curieux qu'il n'y ait aucune image depuis l'intérieur du retour dans l'atmosphère? Les techniciens savent exactement à la seconde près quand et à quel endroit la capsule Soyouz va entrer dans l'atmosphère, puisque dès qu'elle atterrit, des hélicoptères, des camions, des véhicules tout-terrain arrivent presque immédiatement. Mais pourquoi personne n'a filmé la rentrée atmosphérique? Ça doit être spectaculaire de voir un engin arriver depuis l'espace à une vitesse de 28 000 km/h. De plus, il n'existe aucune image d'un engin se déplaçant à une telle vitesse. N'importe lequel des astronomes amateurs disposant d'un télescope et d'un système de suivi pourrait filmer ce retour, comme ils savent filmer la prétendue station spatiale dans le ciel. Mais non, il n'y a que les images de la capsule sous ses parachutes lorsqu'elle va se poser sur Terre. Alors qu'encore une fois, ce serait certainement spectaculaire à voir et ce serait un événement, des astronautes qui reviennent de l'espace. Le soi-disant module de retour a été en fait chargé discrètement à bord d'un avion, puis a été largué en altitude, comme on sait très bien le faire en larguant des tanks de plusieurs tonnes depuis un avion. Il y a quelque chose de pas cohérent dans tout ceci. La NASA nous montre des centaines, des milliers d'images et de vidéos prises à l'intérieur de la station spatiale, tout aussi spectaculaires les unes que les autres. Mais il ne nous montre aucune image de ces moments cruciaux et certainement encore plus spectaculaires que sont le retour sur Terre. Si pour vous c'est un détail sans importance, moi ça ne fait que renforcer mes convictions sur ce mensonge. Certains me disent que pourtant on voit passer la station spatiale dans le ciel. Non, vous ne voyez pas passer la station spatiale dans le ciel. À l'œil nu, vous voyez passer un gros point brillant légèrement jaune. D'ailleurs, vous pouvez trouver les heures et positions de passage très précis sur différents sites. Avec un bon télescope, on aperçoit effectivement vaguement une forme ressemblant à la station spatiale. Pour voir quelque chose d'un peu plus précis, il faut du très bon matériel, très complexe, très cher et réservé à quelques professionnels et clubs d'astronomie. Mais même si vous voyez effectivement passer une forme ressemblant à la station spatiale, vous ne pouvez pas prouver qu'il y a des astronautes à l'intérieur de ce que vous voyez passer dans le ciel.
Or, la base de toute démarche scientifique est de pouvoir prouver ce qu'on affirme. Si on ne peut pas le prouver, alors il s'agit d'une croyance. C'est le cas de la station spatiale, il s'agit d'une croyance, d'un mythe urbain. Ce que vous voyez passer dans le ciel est bien réel, mais ce n'est ni la station spatiale, ni un satellite, parce que là aussi on trouve des anomalies, voire des incohérences flagrantes. Par exemple, on peut voir des images soi-disant en direct depuis la Terre, prises soi-disant depuis la station spatiale. De nombreux sites proposent ces directs, avec en plus la trajectoire de la station. Mais pourquoi l'image est d'aussi mauvaise qualité? Admettons qu'il soit limité par la bande passante. Pourquoi alors la zone de la Terre qui est filmée ne représente qu'une toute petite partie de l'image? Et ce n'est pas tout. Toutes les 45 minutes, la station survole soit des zones où la nuit commence, soit des zones où le jour se lève. Et lorsque la station survole une région qui entre dans la nuit, pourquoi on ne voit jamais s'allumer les lumières des grandes villes? Et inversement, pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la lumière des grandes villes s'éteindre lorsque la station survole une région où le jour se lève? Jamais. Vous trouverez des images en différé, des timelapses, mais aucune image en direct des villes qui s'allument ou qui s'éteignent, alors que ça devrait être très visible, même avec une image en basse résolution. La station spatiale survole la France plusieurs fois par jour et presque tous les jours. Ce truc passant dans le ciel n'est pas toujours visible parce que soit il n'est pas éclairé par le soleil au moment du passage, soit parce que c'est en plein jour. Mais pourquoi il n'existe aucune vidéo nous montrant le sol de la France depuis la station spatiale? Vraiment aucune. Pourtant, notre astronaute national Thomas Pesquet nous a envoyé une quantité de photos de très haute qualité en haute résolution, mais aucune vidéo. S'il pouvait faire des photos d'une telle qualité, pourquoi il n'aurait pas fait de vidéo alors qu'il passait plusieurs fois par jour au-dessus de la France? La réponse est simple, c'est parce que ce sont des satellites ou des avions stratosphériques qui prennent ces photos. Et s'il réalisait des films, on verra bien que leur trajectoire ne correspond pas du tout à celle de la station spatiale. C'est tout. On le prouve facilement avec ce qui suit. L'orbite de la station spatiale fait un angle de 51,6 degrés avec l'équateur. Et cet angle ne change jamais, l'orbite reste donc toujours la même. On va voir sur cette vidéo que la station spatiale survole le Sri Lanka, puis l'Inde, en direction du nord-ouest. On repasse la vidéo. J'ai matérialisé avec un trait noir la trajectoire de la station spatiale selon cette vidéo, et vous voyez que selon le plan en bas à droite, ça ne correspond absolument pas à l'orbite que devrait avoir la station spatiale. C'est impossible que la station spatiale suive cette trajectoire dans un sens ou dans l'autre. Même chose avec cette vidéo, on voit la station spatiale qui remonte le golfe Persique, détroit d'Ormuz, Qatar et la République d'Oman. On revoit la vidéo au ralenti. La vidéo avec un trait noir, donc je matérialisais la trajectoire de la station spatiale selon cette vidéo, selon les images de la NASA. Et on voit que ça ne correspond absolument pas à la trajectoire que devrait avoir la station spatiale dans un sens ou dans l'autre. Une telle trajectoire est absolument impossible. La seule explication à toutes ces incohérences, c'est qu'il s'agit bien entendu de trucage. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais comment font-ils tous ces trucages? Comment font-ils pour nous montrer des astronautes en apesanteur? En fait, plusieurs techniques très évoluées sont employées. Il y a d'abord la CGI, ce sont les images générées par ordinateur, réalisées avec d'énormes machines ayant une telle capacité de calcul qu'en comparaison, nos meilleurs ordinateurs domestiques ressemblent à des calculettes d'écoliers. On voit un exemple de ce qui se fait déjà dans le public avec le film Gravity, où les acteurs donnent l'impression d'être en apesanteur. Puisque le cinéma arrive à obtenir des effets aussi réalistes, ne pensez-vous pas que la NASA, avec beaucoup plus de moyens, y arrive encore mieux? Certaines séquences sont tournées dans des avions en apesanteur. Cette technique est maintenant accessible au public qui en a les moyens, ça coûte 5 000 € les 12 séquences, et chaque séquence ne dure que 20 secondes. On se doute que pour les astronautes, on utilise des avions pouvant rester au moins 1 minute en apesanteur. Ça permet de réaliser certaines parties impossibles à obtenir en images de synthèse, par exemple les séquences avec de l'eau.
Il y a le fond vert, qui est utilisé de différentes façons. Par exemple, des astronautes sont suspendus à des câbles fixés à un harnais très fin qui épouse le corps de l'astronaute. Ils sont filmés en studio devant un écran vert, puis avec un traitement informatique, appelé chroma key, l'écran vert est remplacé par les images que l'on insère. Déjà dans les années 1980, l'illusionniste David Copperfield donnait l'impression de voler au-dessus de la scène. Le spectacle était étonnant parce qu'on ne savait pas comment il faisait. Maintenant on connaît sa technique, des câbles très fins et très résistants dirigés par ordinateur. Pour la station spatiale, certainement qu'ils utilisent des techniques beaucoup plus perfectionnées, des machines plus perfectionnées qu'on n'imagine même pas, pour donner l'impression que les astronautes sont en apesanteur. Les astronautes sont filmés en piscine dans de très grands bassins équipés pour cela. Ensuite, le fond de l'image est masqué et remplacé par un autre fond, la Terre ou l'espace. C'est parfaitement connu puisqu'il s'agit des moyens utilisés effectivement pour entraîner les astronautes. Mais ils ne disent pas que cela permet aussi de réaliser les images montrant les astronautes en sortie extravéhiculaire. Sur les vidéos suivantes, il y a clairement des images montrant que le tournage a été effectué en piscine. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. C'est la première loi fondamentale de la mécanique énoncée par Newton. Cela signifie que si aucune force extérieure n'agit sur un objet qui se déplace, sa trajectoire continuera en ligne droite et à la même vitesse. Pourtant dans cette vidéo, on voit un objet volant qui change sans cesse de trajectoire alors qu'il devrait obligatoirement aller en ligne droite sans changer de direction. Il y a donc une force extérieure qui rend la trajectoire de cet objet aussi erratique, ce qui est absolument impossible dans l'espace puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Il devrait aller tout droit. Cette vidéo prouve donc que ces images ont été réalisées en piscine et que ce sont les courants d'eau dans cette piscine qui modifient la trajectoire de l'objet. On peut le voir aussi sur cet autre exemple. C'est une bulle d'air qui semble sortir du scaphandre d'un astronaute chinois. Ce ne peut pas être un débris qui s'écarterait de l'astronaute puisque cet objet accélère. On a vu que selon la loi fondamentale de la mécanique classique, tout objet va en ligne droite et garde la même vitesse tant qu'une force extérieure n'agit pas sur lui. Il s'agit donc bien d'une bulle d'air qui remonte à la surface en accélérant. On le voit très nettement sur cette vidéo. Toute la réussite de cette fraude repose sur la qualité des photos et vidéos montrant des astronautes en apesanteur. Sans ces images, cette escroquerie ne serait pas crédible, ainsi que les voyages vers la Lune et autres soi-disant missions interplanétaires. Mais en étant observateur, on trouve sans cesse des anomalies, des incohérences, parce que le mensonge finit toujours par se savoir. Cette station spatiale ne sert à rien. Quelles avancées technologiques a-t-il eu depuis ce prétendu laboratoire spatial? Aucune technologie nouvelle n'a été inventée dans cette station spatiale. On a inventé et développé des technologies sur Terre, puis elles ont été utilisées pour cette escroquerie. Mais rien n'a été inventé ou découvert dans cette station qui a été ensuite suivi d'un développement industriel. On nous parle de médicaments produits en apesanteur, mais il n'existe aucun médicament produit dans cette station qui soit utilisé pour soigner. On nous parle de produits réalisés en apesanteur, ayant des caractéristiques spéciales. Et après, quel intérêt puisque le coût du kilo dans l'espace, plus de 20 000 € par kilo, rend prohibitif toute production industrielle. On peut lire dans un article de la Cité des sciences de l'industrie, l'espoir caressé au début de l'ISS de la fabrication de médicaments et matériaux nouveaux, semi-conducteurs notamment, grâce aux recherches en microgravité, ne s'est nullement concrétisé. Si bien que les industriels n'ont jamais investi de manière significative dans ces deux secteurs qui paraissaient pourtant les plus prometteurs. Regardez la liste des expériences menées soi-disant dans la station spatiale. Vous découvrirez que c'est du vent, de belles phrases avec un vernis scientifique, mais rien de concret. Par exemple, il y a une expérience visant à obtenir des plantes qui pourraient facilement peupler une autre planète, ainsi que favoriser la reforestation sur Terre et qui permettrait une meilleure qualité de l'air. Pensez-vous vraiment qu'on pourrait peupler une autre planète avec des arbres qu'on aurait inventés dans la station spatiale? C'est franchement n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants sur Terre,
que de vouloir planter des arbres sur une autre planète. L'autre raison serait que la station spatiale est un laboratoire scientifique pour tester les technologies nécessaires à la conquête de l'espace, installer des colonies sur la Lune ou sur Mars. Admettons que cette station spatiale existe, sachant qu'elle coûte plus de 10 milliards par an, et elle n'est qu'à 400 km de la Terre. Combien cela coûterait pour envoyer plusieurs astronautes sur la Lune, 1000 fois plus loin, à 400 000 km de la Terre? Et sur Mars, à 80 millions de km de la Terre? Et surtout, pourquoi faire? Est-ce que cet argent ne pourrait pas être beaucoup mieux utilisé sur Terre? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes beaucoup plus importants et plus urgents sur Terre que d'aller se promener sur Mars ou sur la Lune? On nous répond que l'ISS ne coûte rien aujourd'hui à la France, que 90 millions d'euros par an, soit à peine 2 euros par personne active. Mais ce n'est pas une raison. Ne pensez-vous pas que cet argent pourrait être beaucoup mieux utilisé? Combien de laboratoires aimeraient avoir seulement 1 millième, soit 10 millions d'euros, du budget annuel de la station spatiale pour effectuer leurs recherches? Il y a des centaines de millions de personnes victimes de maladies qui pourraient être mieux soignées si on avait effectué plus de recherches. Il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité et qui pourraient avoir des panneaux solaires ou autres systèmes alternatifs. Pendant ce temps-là, Thomas Pesquet, notre clown national, ou bien ici Christ Hadfield, gagne 9 000 € par mois à faire de belles vidéos où il nous montre comment se brosser les dents en apesanteur. Si la recherche scientifique en apesanteur est vraiment importante, alors pourquoi ne pas conduire des expériences de manière automatisée lors de vols suborbitaux ou dans des satellites équipés pour cela? Cela coûterait infiniment moins cher que ces dizaines de millions de dollars détournés pour cette escroquerie. Pourquoi ce mensonge? Parce que c'est une escroquerie qui rapporte énormément d'argent. Le budget de la station spatiale est de 10 milliards de dollars par an, sans doute beaucoup plus, dont la majeure partie provient de l'argent de l'État pour les agences spatiales. Et il s'agit de notre argent, l'argent provenant des impôts qu'on paye, parce qu'il n'y a pas que la NASA aux États-Unis, il y a aussi l'agence spatiale européenne ESA, l'agence spatiale russe Roscosmos, et aussi l'agence spatiale chinoise. La majeure partie de ce budget est destinée à financer tout le matériel, les lancements de fusées et le personnel. Il n'y a pas de détournement de fonds, ce serait trop risqué. Mais cette escroquerie génère toute une économie inutile qui donne des revenus confortables à beaucoup de monde. Économie inutile parce qu'elle ne participe pas à la vie de notre société. Comment se fait-il que jamais personne n'aurait révélé cette escroquerie? Des dizaines de milliers de personnes travaillent plus ou moins directement sur ces missions. Plus de 500 astronautes seraient soi-disant allés dans l'espace. En fait, le mensonge est partout. Les enfants, les adultes, les politiciens au plus haut poste de l'État, les dirigeants d'entreprise mentent. Même certains animaux mentent. Et il n'y aurait aucun menteur parmi les ingénieurs et les scientifiques. Si personne ne parle, c'est parce que la majorité est persuadée que la station spatiale existe. Pour eux, les astronautes sont des héros des temps modernes, précurseurs de futures missions spatiales interplanétaires. Pour eux aussi, tout ce qu'on voit et dit à la télévision, à la radio, est vrai. Ils n'ont aucun esprit critique. Ceux qui travaillent dans les domaines proches de ces missions spatiales ne disent rien, parce que s'ils parlaient, ils perdraient leur emploi, voire seraient bannis à vie de leur activité. On se doute aussi qu'à partir d'un certain niveau hiérarchique, si certains tentaient de faire des révélations, les escrocs sauraient les faire taire d'une façon ou d'une autre. Quant aux astronautes, ils gagnent plus de 9 000 € par mois. Pensez-vous qu'ils vont révéler le mensonge qui les nourrit avec un tel salaire? À ne rien faire en plus, parce que quel travail fait en ce moment Thomas Pesquet par exemple? Comment les astronautes font-ils pour mentir toute leur vie? Au public, aux journalistes, à leurs amis, à leur famille, à leurs femmes ou maris, à leurs enfants? En fait, il est fort possible qu'ils aient subi une intense programmation mentale, aidée par quelques cachets, afin de les rendre plus dociles, voire soumis. Regardez Thomas Pesquet. C'est certainement un brave garçon, mais il donne l'impression d'avoir été lobotomisé. Il semble n'avoir aucune émotion, toujours le même visage, lisse. D'ailleurs, pourquoi il est impossible de rencontrer Thomas Pesquet en tête-à-tête? On ne peut le rencontrer que publiquement. Et il est toujours entouré de gardes du corps. Jamais vous ne le verrez faire ses courses au supermarché du coin ou aller prendre un verre dans un bar avec des amis ou faire la fête. Jamais. On peut comprendre que le président de la République ou ses ministres ne sortent pas parmi la population pour des raisons de sécurité, mais cela ne vous semble pas curieux qu'un astronaute ayant soi-disant passé 6 mois dans l'espace n'apparaisse jamais seul en public?
Est-ce que ce serait pour éviter qu'on découvre vraiment qui est Thomas Pesquet et qu'on comprenne la supercherie? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est en communiquant tous ensemble qu'on arrivera à se sortir de leurs mensonges. A bientôt. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement. Et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, Et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement. Y'a que ma maman qui ment rarement. Tout le monde ment, Tout le monde ment, le gouvernement ment ment énormément. Tout le monde ment.